Bonjour à tous, bienvenue dans la phase. Je suis toujours avec mon cher ami Hugo pour ce podcast cinéma. Comment vas-tu, Hugo? Ça va, et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Certaines femmes, Certain Women, film américain réalisé par Kelly Reichardt. Ce film est sorti en 2016. Le scénario est adapté de 3 nouvelles de Maïli Meloy. On y voit 3 histoires de 4 femmes différentes. On y voit des moments de vie de ces 4 femmes et tout se passe dans le Montana. Donc, pour raconter un peu le film, on a d'abord l'histoire d'une avocate, Laura Wells. On a ensuite l'histoire d'une mère de famille, Gina Lewis, qui veut récupérer les pierres qui sont dans le jardin d'un vieil homme pour construire sa propre maison. Ensuite, on a l'histoire de Jamie, qui est une jeune palefrenière très seule qui rencontre par hasard Beth Travis, une avocate et professeure, et qui va tomber sous son charme. Les 4 femmes sont jouées respectivement par Laura Dern, Lily Gladstone, Kristen Stewart et Michelle Williams. C'est un film qui est très contemplatif, très doux, un peu froid même j'aurais dit, avec beaucoup de plans serrés sur les visages des protagonistes. Et c'est surtout un témoignage d'instants de vie de ces femmes dans un environnement qui est particulier puisque c'est dans le countryside profond des États-Unis. Hugo, pourquoi est-ce que tu as tenu à ce qu'on parle de ce film et qu'est-ce qui t'a fait ressentir? Je voulais qu'on parle de ce film parce que déjà, premièrement, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouvais ça bien vu que là, on n'avait pas été forcément soit très emballé par les choses qu'on a vues au cinéma, soit que juste on n'a pas forcément eu le temps d'y aller. Du coup, là, il y a des films intéressants qui sortent bientôt, donc on va se remettre au cinéma d'actualité après. Là, c'est l'occasion de parler d'une cinéaste qui a un certain succès d'estime, mais qui est pas non plus David Lynch, quoi, dans sa reconnaissance mondiale. Donc c'était l'occasion d'en parler. Et ensuite, je trouve que c'est un film qui est quand même très très singulier de plein de manières, et singulier d'une manière pas forcément évidente. C'est-à-dire que quand on voit un film de David Lynch, on voit très bien tout de suite ce qui est original et fou dedans. Quand on voit un film de Kelly Reichardt, on sent qu'on est face à une tonalité très spécifique, mais c'est pas forcément évident de comprendre en quoi, je trouve. Après, pour reprendre un petit peu, on peut faire un peu ce qu'on avait fait les autres fois, c'est-à-dire essayer de dire déjà juste un peu superficiellement ce que le film il a de singulier comme ça au premier visionnage. Déjà, t'as dit, on a un film, mais ça c'est beaucoup plus rare qu'on pourrait le croire, un film qui suit pas une histoire qui commence à un moment et qui finit à la fin. On a 3 segments qui sont pas reliés entre eux. Parce qu'on t'a dit, il y a 3 histoires différentes, mais en plus, ces 3 histoires-là n'ont pas de lien, visible en tout cas, n'ont pas de lien narratif. Et on ne suit pas non plus un personnage. Tu as dit autre chose, tu as dit qu'on avait 4 femmes, mais ces 4 femmes sont des femmes très diverses. Elles ont des âges différents, elles ont des classes sociales différentes, des métiers différents. On a vraiment une grande diversité du réel qu'on nous montre, à la fois narrativement avec l'idée qu'on fait 3 blocs et l'idée qu'on va prendre des personnages très différents. Et dernière chose, c'est que c'est un film avec très peu de choses. Tu as dit c'était contemplatif, il y a peu de musique, il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra, les acteurs ne crient pas, ne pleurent pas, voilà, ne vont pas, on va jamais dans des choses spectaculaires. Et on pourrait dire déjà, pour commencer à caractériser un peu le film, qu'on reconnaît un film de Kelly Reichardt pas à ce qu'elle fait, mais à ce qu'elle fait pas. Voilà, je vois elle ne met pas de violon par exemple, elle ne met pas de musique forte, elle ne fait pas courir ses acteurs, elle ne fait pas, voilà, elle fait pas danser, elle ne fait pas faire tout ce genre de choses qu'on voit souvent au cinéma. Et le dernier, toute petite chose qui est plus subjectif, je pense que c'est un film, moi j'en ai pas mal parlé avec des amis, puis là on en parle avec toi, où souvent les scènes qui nous ont marqués sont pas les mêmes selon les personnes. On est tous attirés par des choses différentes dans ce film. Et ça c'est en tout cas assez rare. Par exemple, si on pense, pour parler des films connus, si on pense à Psychose, tout le monde va parler de la scène de la douche. Si on pense à Star Wars, on va penser au combat de sabre laser ou à Je suis ton père. On va pas parler d'une scène secondaire, machin. Dans certaines femmes, les gens, ce qu'ils ont retenu, c'est des choses assez différentes en général. Donc, on va essayer de comprendre aussi pourquoi ce film-là nous fait des effets aussi différents. Hmm. Qu'est-ce qui fait de ce film une œuvre si spéciale alors que pourtant, comme je disais tout à l'heure, il est très lent, très contemplatif et qu'il montre des scènes de vie assez banales? Moi, je pense qu'un truc qu'on pourrait essayer de faire pour capter ça, c'est juste prendre la première scène et voir ce qui se passe dans la première scène, qui, pareil, a l'air très anodine et en fait, il se passe, je pense, pas mal de choses assez intéressantes. Donc, on commence, on a un générique avec un plan large sur un train. On a le train comme ça qui arrive dans le Montana. Alors, déjà, petit détail, tous ces films commencent par montrer des moyens de transport. Hmm. On a dans d'autres films, on a un bateau, on a une voiture, on a d'autres trains, etc. Mais c'est aussi un motif du film. On a des personnages qui sont un peu en mouvement tout le temps, des intérimaires. T'as parlé de la palefrenière qui est là juste pour une saison. Enfin, on a ce motif un peu des choses qui bougent. L'autre chose, après ce plan sur le train, on arrive dans une ville.
et toujours dans le générique. Et cette ville, elle est pas très belle. Elle est pas très impressionnante. Elle est très banale en fait. Et déjà, on a un truc assez intéressant, c'est qu'on prend un territoire très précis, t'as dit c'est dans le Montana, et on va pas nous en faire du fond d'écran Windows. On va directement nous en faire un lieu singulier, précis, banal, qu'on va tâcher, je pense que tout le film va essayer de faire ça, de rendre beau, mais de jamais le rendre grandiloquent. Alors même qu'on va être dans des territoires, des montagnes et des plaines où on aurait envie de faire du fond d'écran. Et elle va s'attarder, elle va essayer de ne pas faire ça. Ensuite, on arrive dans l'appartement pour la première vraie scène du film. Et alors déjà, c'est anodin, hein, mais il y a un couple qui vient de faire l'amour. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un couple. On a deux personnes, on ne sait pas qui viennent de faire l'amour. Et on arrive juste après. C'est-à-dire que ce qui intéresse en général les cinéastes, qui serait soit le moment de la séduction et ensuite le sexe ou parfois qu'on va ellipser, elle arrive après quoi. Elle se place directement là où on va filmer. En général, on va pas trop filmer parce que là, la première scène, c'est, je dis pas de bêtises, l'homme se lave les dents et la femme est allongée sur un lit et regarde à la fenêtre. Du coup, on arrive déjà de manière un peu décalée dans l'histoire. Et alors là, je pense qu'on rentre dans ce qu'il y a d'intéressant dans cette cinéaste, c'est qu'on a cette scène un peu d'amour, mais on ne sait pas quel est le statut de ce couple qui n'en est pas un. Et on apprendra seulement 1 heure plus tard qu'en fait, ils ne sont pas un couple, mais que c'est une histoire adultère, quoi. Que lui est marié avec Michelle Williams. Et l'autre chose, en plus du fait de ne pas nous dire le statut de ce duo, et de ne pas nous dire si ces gestes de tendresse sont des gestes amoureux, des gestes, des gestes de sex friend, enfin ça on ne sait pas. Deuxième chose, c'est qu'il expose rien des personnages, et là, elle n'expose rien des personnages. Et là, il y a un truc très frappant dans cette scène, c'est que les murs sont blancs. Or, si tu as déjà été, je sais pas, sur des tournages, notamment de films étudiants et tout, c'est le truc, c'est l'ennemi, les murs blancs. On veut toujours que les murs soient pas blancs, parce que déjà ça fait cheap. Et en plus, on veut en profiter pour dire des choses sur des gens. Tu vas mettre un poster de Nirvana pour nous montrer qu'il est un peu déprimé, qu'il aime le rock, ou tu vas essayer de nous exposer des situations. Et là, elle fait l'inverse. Elle décide de nous enlever beaucoup de choses, de nous dire en fait, on va mieux voir ces personnages si les scénaristes ou les décorateurs, décoratrices, etc., ont pas essayé de nous dire qui ils étaient. Et du coup, on a une scène qui est très belle, je trouve, mais dans laquelle je ne sais pas qu'elle est avocate. Je vais l'apprendre plus tard. Je ne sais pas qui est ce gars. Je ne sais rien de ce qui se joue. Et je pense que c'est un peu l'idée de Kelly Reichardt, c'est de nous mettre un peu face aux personnages comme on voit des passants dans la rue. C'est-à-dire, on regarde ce qu'ils font, mais on ne sait pas ce qu'ils sont et on ne sait pas quelle est leur relation entre eux. Et dernière chose, ça montre, tu as parlé de contemplation et de lenteur, elle a un goût pour le vide, clairement. Elle a une idée un petit peu de plus je vais enlever des choses, mieux on va voir, qui est un truc qu'on retrouve un peu dans l'art abstrait, enfin, des choses comme ça. Je trouve même qu'elle nous met un peu dans une certaine frustration. Il y a des très beaux plans, mais jamais elle nous donne cette immense vision des grandes plaines, comme tu dis. Pareil, on ne sait jamais trop qui sont les personnages, pourquoi ils sont là. On a des plans très serrés sur eux, mais ils parlent pas. Donc à chaque fois, on sait pas, on aimerait autre chose, on aimerait que ça commence à se développer. Puis non, elle garde cette espèce de pression permanente. À nous de comprendre par les silences et par les regards ce qui se passe en fait. Je pense que tu as dit un truc très juste, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est vraiment des films précieux, c'est que c'est à nous de faire le travail, c'est à nous, d'où le fait qu'on n'est pas attiré par les mêmes choses et on n'est pas capté par les mêmes choses, parce que c'est nos yeux qui vont décider et non pas le ou la cinéaste qui va faire tout un travail pour nous mettre en avant des choses et nous cacher d'autres choses. D'ailleurs, on voit un truc, je pense, dans le film, notamment dans cette scène, puis dans tout le reste, que les plans, on peut se balader un peu dedans. Il n'y a pas un endroit où il faut absolument regarder. Et oui, l'autre chose, je pense qu'elle fait, mais ça on va en reparler, je pense, parce que c'est un peu quand même le sel de ce film, c'est qu'elle s'intéresse aux petites choses, clairement. Ça, c'est un cinéma de la petite chose, mais moi je l'entends comme une vraie éloge. Et donc par exemple, tu dis les décors, même quand ils sont amples, on va toujours les réduire. Et elle a fait ça, je fais une micro-parenthèse, dans un film qui s'appelle First Cow. Elle a fait 2 westerns, Kelly Reichardt. Western, a priori, c'est le genre par excellence où on veut en prendre plein la gueule et on veut prendre du paysage. Et elle a fait un choix dans un de ses westerns qui s'appelle First Cow, c'est de filmer en 4 tiers, c'est-à-dire quasiment en format carré, donc avec une petite image. Ce qui est un choix très bizarre, parce que quand on est dans la zone du western, on veut au contraire en voir large, mais elle a fait un western sur les feuilles, quoi, sur les petites choses, pas un western de la montagne. C'est marrant parce qu'au final, même ce film-là, même dans certaines femmes, ça pourrait être un western. Ça commence par un train qui arrive dans un désert. On a aussi du coup la rancher qui s'occupe des chevaux, etc. Il y a tout, il y a les codes, mais il n'y a pas du coup il y a pas le reste du western, quoi. Non, complètement, c'est ça qui est encore plus marquant, c'est que c'est vraiment une cinéaste qui, je pense, n'a rien à voir avec le cinéma hollywoodien, le western et tout. Et pourtant, elle en reprend plein d'éléments
Notamment des actrices, hein, Kristen Stewart ou Laura Dern, c'est des actrices qui ont joué dans des films hollywoodiens qui sont vraiment des stars. Même elle reprend des motifs, oui, tu as parlé du train, le western, même en fait, je ne sais pas si c'est volontaire, mais le début du film, on commence par filmer une ville et on arrive dans une chambre avec une scène adultère dont on ne sait rien, c'est le début de Psychose de Hitchcock, qui va ensuite faire toute autre chose. Mais je sais pas si c'est volontaire de sa part, mais en tout cas, on voit que elle mange plein de films américains et de voilà de motifs américains, mais qu'elle va les recracher d'une manière complètement autre. Ces choix de plans, ces choix aussi de silence, ça me fait penser du coup à une espèce de sentiment de solitude permanent. Les personnages, on dirait qu'ils sont très très seuls, même quand ils sont entourés. Et nous, on se sent seuls aussi parce que on est là face à ce personnage qui est presque mutique et on ne sait pas trop comment faire. C'est quand même quelque chose qui est dans tout le film, qui est très présent, cette solitude. Oui, bah, c'est marrant parce que tu parles de la solitude en même temps quand tu as présenté le film, mais c'est juste, tu as dit, la première histoire c'est sur la relation entre Laura et son client, la deuxième c'est sur la rencontre entre, j'ai plus le nom, Kristen Stewart et Jamie qui est la palefrenière, etc. Qu'en fait, on ne voit que des gens seuls, mais la seule motif narratif de ce film c'est des relations. Et c'est des gens qui se heurtent, mais qui se rencontrent pas vraiment, en tout cas, qui sont jamais vraiment. D'ailleurs, qui se heurtent pas vraiment, qui se touchent pas, quoi, qui sont à une certaine distance. Mais si on reprend la première scène, le premier plan du film après l'exposition des trains, etc., c'est donc on en a un d'un côté qui se lave les dents, dans le même plan, elle est sur le lit, et la trois quarts du plan, c'est un gros mur, quoi. Et on a une autre scène qui, moi, personnellement, est ma scène qui me bouleverse dans le film, mais c'est pas le cas d'autres gens pour qui, voilà, c'est d'autres scènes. C'est la scène au dîner, là où Kristen Stewart mange un hamburger et qu'en face, il y a la palefrenière, Jamie, et qu'il y a la table entre elles, quoi. Et que on sent, la caméra est passée parce qu'on sente beaucoup la distance entre elles. Et même à un moment, Kristen Stewart va lui demander est-ce que tu veux de mon hamburger et l'autre va dire non. Enfin, il y a une sorte de refus de traverser la table, alors que juste après, elle va aller s'acheter elle-même un hamburger. Mais on voit qu'il y a un refus comme ça de traverser. Une espèce Et de d'ailleurs, cette pudeur distance, permanente. il y a une pudeur permanente. Ouais, on parle pas. D'ailleurs, les choses ne sont jamais nommées parce que nous, moi, j'imagine qu'il y a une sorte de désir amoureux de Jamie vers Kristen Stewart, mais c'est jamais dit. Et elle dit jamais je t'aime, elle dit pas de mots d'amour, on la voit pas pleurer. Enfin, il y a aucun des signes cinématographiques de l'amour. Et il y a pas de câlin dans ce film, il y a pas de baiser, il y a pas d'embrassade, il y a pas de baston non plus. Enfin, c'est toujours de la distance entre les gens. Et je finis avec ça. Elle a fait un autre film parce que tous ces films se ressemblent un petit peu quand même, enfin beaucoup de points communs, qui s'appelle Wendy and Lucy, qui est sur la relation entre une femme et sa chienne. Et donc l'héroïne perd sa chienne et donc passe beaucoup de temps à la chercher. Et quand elles se retrouvent, elles peuvent pas se prendre dans les bras parce qu'elles sont séparées par une grille. Et donc elle va toujours trouver des moyens de préserver le fait qu'on va garder la distance entre les gens, c'est ça qui l'intéresse. D'où le fait que le film ne montre pas le rapport sexuel et arrive juste après, au moment où ils sont séparés déjà. Ouais. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce film, et ce qui est aussi très perturbant, c'est que du coup, on est amené dans ces trois histoires sans comprendre le lien qu'il y a entre elles. On est un peu perdu parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. En même temps, on est quand même pris parce qu'il y a quand même des émotions fortes. Je veux dire, c'est des femmes qui sont dans des situations parfois douloureuses ou parfois intenses. C'est intéressant cette façon de cette narration-là. Mm. Bah effectivement, on dit le mot de narration, mais on sent qu'avec ce film, ce mot est déjà un petit peu compliqué parce que comme on a dit, on n'a pas une histoire qui se développe et on peut dire, et je dis ça encore une fois pas du tout comme un reproche, on voit que l'intrigue ça l'intéresse pas. L'idée de faire comme pourrait faire Hitchcock ou d'autres, de faire des films avec des fils narratifs complexes, etc. Même qu'Anora faisait. Anora, on avait dit que c'était quand même une histoire bien foutue, quoi. Là, on voit que ça l'intéresse pas du tout, qu'il n'y a pas de logique narrative dans le film, on n'avance pas. Il y a limite une logique géographique, par contre. On commence en ville, puis on va s'éloigner de plus en plus jusqu'à finir dans les plaines du Montana. Et donc, on voit, c'est ce que tu as dit un peu dans ta présentation, ce qui l'intéresse, c'est pas l'intrigue, c'est de capter des moments de vie, de capter des gestes du quotidien. Et alors souvent, justement, c'est difficile dans des films avec beaucoup d'intrigue de capter des gestes du quotidien. Parce que justement, l'intrigue, c'est le non quotidien, quoi. C'est l'élément perturbateur, c'est le conflit, c'est l'obstacle, etc. Et du coup, très souvent, par exemple, dans un film narratif, quand vous voyez un personnage travailler, quelqu'un va venir lui dire ah attends machin t'a appelé parce qu'il faut que tu ailles faire truc, etc. Parce qu'en fait un film normalement tout est un peu, enfin souvent malheureusement tout est un peu au service de l'intrigue. Là vu que c'est pas le cas, elle peut nous montrer des scènes qui n'ont aucun intérêt narrativement mais qui sont juste belles en tant que scène à capter. Par exemple on voit une très longue scène où la palefrenière Jamie nettoie les tables
Et on la voit sortir avec son chien, voilà, on la voit ce que c'est son travail quotidien avec les tables. Scène qui n'aurait pas été possible s'il avait fallu que cette Jamie elle aille quelque part et que tous ses gestes la mènent vers un point précis. L'autre chose, on en a parlé un petit peu, l'histoire entre Jamie et Kristen Stewart, dont j'ai oublié le prénom dans le film. C'est pas grave, cette histoire, elle n'ira. Elisabeth. Cette histoire n'ira nulle part narrativement, elle n'a pas vraiment de début, pas vraiment de fin, etc. Elle n'est pas nommée ou identifiée. Moi j'ai dit, j'y vois un truc un peu amoureux, mais en vrai peut-être pas. Peut-être que c'est juste une admiration totale qui n'est peut-être pas du tout érotique, enfin on ne sait pas. Par contre, on voit plein de petits gestes assez beaux dans la manière dont la relation s'effectue. Voilà, par exemple, juste la manière dont Kristen Stewart mange son hamburger. J'ai capté plein de choses sur elle. Elle n'a pas besoin de me dire qu'elle a pas de sous, que c'est un peu la hesse, voilà, que tout est dur, qu'elle fait 4 heures de voiture, etc. Chose que j'apprendrai plus tard. Parce que tout est déjà dit un peu dans le geste. Parce que, vu que cette scène-là n'avait pas pour but de les faire tomber amoureuses, par exemple, on a pu prendre le temps de montrer ce qui pourrait vraiment se passer dans une scène comme ça. Et pareil, par rapport au travail, hein, on s'intéresse vraiment à l'avocate. Qu'est-ce que c'est que vivre une vie d'avocate concrète? Le cinéma, souvent, il nous montre la plaidoirie, quoi. C'est ça, en fait, qu'on a vu de l'avocat au cinéma. Bah non, là, je vois ce que c'est concrètement que le métier d'avocat. J'y vois notamment quelque chose qui est le métier d'avocate femme, parce qu'en fait, une des choses, quand même, du film, vu qu'il se prétend un peu un portrait réaliste de plusieurs femmes, il va parler aussi de misogynie, enfin, de la difficulté d'être une femme dans la société qui nous est montrée. Et il y a un truc, je pense, qui est très fort dans le film, c'est que Kelly Reichardt, elle refuse de faire du conflit, par exemple, par exemple du conflit de genre, un enjeu dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un conflit, c'est-à-dire par exemple, la scène moi qui me marque, c'est Laura dit à son client qu'elle peut rien faire pour lui, qu'en gros il est foutu quoi, que son histoire il peut rien faire, il s'y est mal pris, etc. Et il veut pas la croire. Il dit ah, je vous crois pas, je vous crois pas, je vous crois pas. Elle l'emmène voir un autre avocat homme. L'autre avocat lui dit non mais ma collègue a raison, on peut rien faire. Et là c'est bon, il le croit quoi. Et là, ce que je trouve assez beau, enfin assez efficace politiquement aussi, c'est qu'en fait, elle nous a bien montré que la misogynie, c'était un truc du quotidien, un truc qui était dans la texture de la réalité, un peu permanent, etc. Et que si elle en avait fait un drame de ce truc-là, par exemple, si après Laura Dern avait fondu en larmes et avait fait un truc énorme, on se serait dit que c'était une exception ce que nous avait montré, que c'était un drame justement, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la perturbation. Or, en fait, non, ce qu'elle nous montre, c'est que le sexisme que vit Laura est une situation normale pour elle, au sens qui est dans son quotidien. Et donc, je pense à un truc qu'on voit beaucoup dans ces autres films, parce que ce film-là, il n'y a pas vraiment de violence en termes physiques, d'agression sexuelle ou d'agression physique, etc. Il y en aura dans quelques-uns de ces autres films, mais ce sera toujours de manière très calme, dans l'idée de dire, si je filme, par exemple, une interaction misogyne comme un truc énorme, c'est-à-dire que si par ma mise en scène, je l'augmente, je vais le montrer comme une exception, comme un braquage de banque, etc. Si je le filme comme je filme tout le reste, je vais bien montrer que malheureusement, c'est quelque chose de quotidien et de banal. Et que c'est ça, je pense, un des enjeux de Ouais, son film. c'est même, oui, c'est ça qui fait que le film est extrêmement puissant, c'est que du coup, on se retrouve face à 4 femmes qui vivent des drames quotidiens et qui les encaissent et qui sont simplement peut-être un peu blasées, mais jamais au fond du seau, jamais effondrées, jamais choquées. Voilà, elles sont habituées à vivre des choses un peu dures, quoi. Et notamment, elles vont pas, mais ça on va reparler un peu quand on va parler des actrices, mais elle va travailler à ce qu'elles n'expriment pas trop physiquement ce qu'elles ressentent, parce qu'il va falloir nous laisser de la place, nous spectateurs. Mais Ils ont le visage très fermé, ouais. elles ont le visage très fermé, toutes, y compris, encore une fois, voir des actrices pas connues avoir le visage fermé, on les connaît pas, donc on n'est pas habitué. Voir des actrices très connues qui souvent vont vouloir des rôles dans lesquels, au contraire, on leur fait faire beaucoup de choses, les voir ne rien faire quasiment, ça c'est surprenant. Et je finis avec un truc là-dessus, ce qu'on disait par rapport à la vie de ces femmes-là. Je pense qu'un truc que ce film fait de très beau, c'est qu'il ne pose pas du tout de regard moral sur ce qui se passe. Par exemple, je parle de ce client-là, du client de Laura qui lui fait enfin, dont on comprend qu'il est un peu sexiste. Mais en même temps, je vois que c'est la vie de ce gars. Je vois à quel point sa vie est difficile, à quel point il en souffre, etc. Et il y a pas mal de gestes dans le film qui auraient pu être montrés comme des gestes terribles ou des gestes magnifiques et qui sont montrés ni l'un ni l'autre. Je pense par exemple à Jamie qui suit Kristen Stewart jusque dans une ville à côté. Elle fait 5 heures de voiture pour aller la retrouver devant son travail.
Ça, filmé avec une musique un peu angoissante, on a une stalkeuse, vraiment. Et la scène pourrait être une scène. Ça pourrait aussi être la plus belle scène de comédie romantique du monde. Elle fait 5 heures dans la neige pour aller retrouver une inconnue. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'elle fera ni l'un ni l'autre, Kelly Reichardt. Elle va nous montrer cette scène-là, mais elle va pas nous dire la couleur morale à poser dessus. Est-ce que c'est un beau geste d'amour désintéressé? Est-ce que c'est un geste de stalking hyper pervers? Elle va rien mettre dessus. Pareil, on a le mari de Michelle Williams qui la soutient, qui est vraiment avec elle, mais qui la trompe avec Laura aussi. Et pareillement, du coup, moi, ce personnage, il est injugeable pour moi. Mais aucun personnage de ce film n'est jugeable. Et je pense que c'est parce qu'elle refuse de faire de cette situation qu'on dit des drames spectaculaires, par exemple du stalking, de l'amour fou, etc. Elle refuse de désigner des bourreaux et des victimes, etc., etc. Qu'elle désarme mon jugement moral et que donc je peux regarder ce qui se passe devant moi. Et là, ça pourrait peut-être faire un petit point commun avec Anora là-dessus. L'idée qu'en fait, en enlevant la morale des situations qu'on montre, on va pouvoir mieux les voir que dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on a toujours des pensées morales un peu tout le Oui, de temps. toute façon, il y a une espèce de fond. Enfin, il y a un fond qui dit que ces personnages sont, quoi qu'il arrive, broyés par. Enfin, broyés, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas touchés par un quotidien, touchés par une vie, par une ville, par une société, par voilà, un environnement en tout cas un peu froid. Même ce type-là, le client de l'avocate qui pète un plomb complet, mais bon, en même temps, il est brisé quoi, complètement par. Et ils sont tous très seuls, comme tu as dit. Et, euh, et oui, je pense que de toute façon, l'enjeu du film, c'est vraiment de nous dire, alors ça, je pense que c'est pas forcément conscient, hein, mais c'est ce que le film fait factuellement, je trouve, c'est de nous désarmer notre jugement, quoi, de nous dire, regardez ce qui se passe. Ce client, parce que quand même, le client, il va aller plus loin, il va quand même séquestrer un garde de nuit qui est pour rien, a priori, enfin, ça va aller assez loin, mais jamais je me dis, ah, ce mec est vraiment un con. Ou inversement, ah ce mec, je comprends vraiment qu'il fasse ça, etc. Il me fait juste regarder ce qui se passe. Et j'aime beaucoup, je finis juste avec ça, on t'a parlé de mot de calme, je pense que c'est un mot qu'il faut dire quand même sur ce film. Cette scène-là de séquestration où un garde de nuit du coup se fait séquestrer par ce client, tout est d'un calme fabuleux. Et Ouais, le ouais. garde de nuit Ouais, est il est d'un chill. calme, il est vraiment chill. Presque il y a une espèce de. On a l'impression qu'il va y avoir un début d'amitié entre les deux, presque, tellement c'est un Il y a peu. une sorte d'empathie un petit peu, mais ça, je pense, c'est aussi, elle choisit des situations, elle les met en scène pour faire ressortir ça, d'où le fait, elle ne voudra jamais mettre une fusillade dans un de ses films. Enfin, je dis ça, elle le fera peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, elle a jamais fait ça, parce que c'est déjà, ne serait-ce qu'au niveau du son, c'est déjà trop fort des bruits de balles. Elle, on voit que la neige sert à ça aussi, à tout adoucir, à tout mettre en sourdine, etc. Donc en fait, dans l'idée de, on verra mieux si j'ai pas des trucs trop qui me pètent à l'œil ou à l'oreille, qui vont me diriger mon regard ou mes oreilles dans une seule direction. L'idée d'assourdir, c'est que du coup, je vais regarder avec un regard ouvert, Oui. quoi, et large. Alors bon, petite question sur ce film, il y a des liens malgré tout, même si c'est trois histoires différentes, il y a des espèces de mini-interactions entre ces trois histoires. Comme tu le disais, bon, l'amant du début et aussi le mari de la femme dans la deuxième histoire. On voit l'avocate qui passe dans l'histoire de Jamie, de la troisième histoire avec la palefrenière. Pourquoi, d'après toi, pourquoi ces liens, ces espèces de mini-effleurements entre chaque histoire? Alors bah déjà, je dirais que avant même, après je vais arriver à ta question plus précisément, mais avant même ces trucs-là, déjà ce qui les rassemble, tu l'as dit au début, c'est un espace. Ce qui déjà c'est pas rien en fait, de dire elles vivent plutôt au même endroit. Et d'ailleurs, le seulement de croisement physique, il y a une scène où elles se croisent, où Kristen Stewart croise l'avocate Laura. Et en fait, elles se croisent juste parce qu'elles vivent, enfin parce qu'elles travaillent dans le même bureau, enfin dans le même bâtiment. Mais rien de plus. Et moi, dans cette scène, j'ai vu un petit peu provocation, c'est pas le mot, mais j'ai vu un petit peu regardez ce qui relie ces gens, c'est juste qu'ils vivent au même endroit. Alors après, par contre, évidemment que elle n'a pas choisi ces personnages-là au hasard et qu'il y a un truc entre elles qui me semble commun, c'est que c'est quand même toutes des personnages, si je prends juste les femmes, hein, je parle pas des personnages masculins qui sont quand même très secondaires, c'est toutes à des degrés divers, des femmes assez marginales, au sens, elles sont dans les marges de la société. Sur des plans différents, on a Jamie et Elizabeth Kristen Stewart qui sont des intérimaires, tout le temps en voiture. On comprend que Kristen Stewart, elle fait 4 heures de voiture matin et soir pour aller au boulot, je crois. L'autre, Jamie Palefrenière, elle est là pour une courte durée, elle est saisonnière, donc elles sont toutes un peu en mouvement. Elles connaissent personne, elles sont en errance, quoi. Il y a un peu un truc sur l'errance. Et il y a aussi un autre truc par rapport à la marginalité, c'est que les personnages, il y en a qui sont un peu anachroniques. Par exemple, tu as parlé de Jamie en rappelant au western. Bah oui, elle fait un métier qui n'est pas un métier de 2016.
Évidemment qu'il y en a sûrement qui existent en 2016. Je veux dire, dans notre imaginaire symbolique, elle date du 19e siècle, Et son travail, d'ailleurs, on ne la voit jamais avec un téléphone, enfin, on ne la voit jamais avec des outils contemporains. Et elle fait évidemment ce geste magnifique quand elle veut, j'imagine, draguer un peu Elisabeth. Elle va la chercher à cheval. Mais c'est quand même un indice, ça, sur la relation un peu romantique. On peut imaginer qu'effectivement, c'est un geste de séduction, mais c'est un geste de séduction du 19e. Personne ne va chercher quelqu'un à cheval aujourd'hui. Pareil, Gina, là, Michelle Williams, elle veut absolument construire une maison avec des vieilles pierres. Mais il y a ce truc, comme ça, on a un peu des personnages qui sont à côté de leur époque. Et le film lui-même, il est à côté de son époque. Encore une fois, j'ai dit, il se passe aujourd'hui, mais on a très peu d'indices du contemporain, au sens notamment de la technologie. Film quasiment pas de téléphone portable, on voit pas de réseaux sociaux. C'est marrant on parce voit qu'au pas- début du film, moi j'ai bugué, j'ai voulu, je sais pas pourquoi, tout seul deviner en quelle époque ça allait se passer et j'ai galéré au début quand même un peu, Oui. hein. Ah, mais là où il est très contemporain, je trouve, c'est sur justement le côté intérimaire, travail précaire, etc., etc., désindustrialisation, enfin ça on le sent vachement. Par contre, effectivement, dans le même temps, si tu regardes juste les plans, tu pourrais être dans les années 80 à pas mal de moments et tout et tout. Euh, et du coup, je pense qu'on a une sorte de motif un peu de l'errance, quoi, qui revient dans le film. C'est des personnages qui errent aussi amoureusement, parce que certes, Laura, l'avocate, elle est plus installée que les autres professionnellement, mais sa situation amoureuse est dans le non identifié, vu qu'on comprend qu'elle est plus ou moins la maîtresse du gars, mais que c'est même pas si clair, etc. Et donc là, je pense que c'est pas une errance romantisée et choisie comme on aurait dans la Beat Generation, dans Sur la route, etc. Mais c'est aussi une errance qu'on voit par rapport à des contraintes économiques et sociales. Kristen Stewart, ce qu'elle dit à un moment, c'est moi, je veux m'installer en tant qu'avocate. D'ailleurs, elle dit un peu maladroitement, je veux pas finir vendeuse de chaussures devant quelqu'un qui est en galère qu'elle. Enfin, on voit toutes les petites maladresses un peu très belles, je trouve, du quotidien qui sortent. Mais surtout, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle veut être stable, mais le monde, la société telle qu'elle est, lui en empêche. Et c'est un peu pareil avec le personnage de Gina. Elle veut s'ancrer dans le temps, avec je vais mettre des vieilles pierres, je vais vraiment m'ancrer dans un espace, etc. Mais construire sa maison, c'est la méga galère pour plein de raisons qu'on comprend bien. Et je pense un motif du film qui revient pas mal, c'est l'impossibilité de s'ancrer et d'être tranquille, au sens d'être tranquille, au sens d'être un peu isolé des intempéries. Et un truc qui revient, c'est la construction d'un espace fermé. Qui soit un peu justement une sorte d'ancrage. On a Gina qui veut construire sa maison avec les vieilles pierres. On a aussi une scène, ça a l'air anodin, mais on parle beaucoup d'une porte qui ferme pas à un moment. Le client, là, on n'arrive pas à fermer le bureau de Laura. Et d'ailleurs, tu remarques que l'avocate, la Laura, on vient toujours l'emmerder. Elle est dans son bureau et elle passe à peine 2 secondes dans son bureau que le gars arrive. Elle vient dans sa voiture, elle rentre dans sa voiture. Enfin, l'habitacle un peu fermé. Ben non, le mec vient toquer à sa fenêtre et lui fait ah là là, vous savez pas quoi. En plus, il vient dans sa voiture pour lui faire un peu du chantage au suicide. Enfin, il y a un peu cette idée que ces personnages-là veulent une stabilité, j'ai l'impression. Ils semblent aspirer à quelque chose de calme, mais le réel vient toujours les empêcher de le connaître. Et petite parenthèse, juste, du coup, tu m'as fait penser à un truc. Quand il arrive dans sa voiture, juste avant, elle est au téléphone. Et alors ça, c'est énigmatique à fond parce que du coup, elle est au téléphone avec quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, ça dure 2 secondes. Tu te rappelles de ça? Ouais, mais c'est souvent le cas parce que même si tu te souviens la première scène, elle, pardon, Laura et son amant parlent de la couleur d'un truc, et on comprend pas très bien de quoi ils parlent. Alors, on pourrait croire que on parle de son pull. Je crois que c'est la couleur de son pull, mais c'est pas sûr. Et effectivement, il y a plusieurs moments dans le film où les gens parlent de trucs qu'on comprend pas. Et je pense qu'on retrouve cette idée de c'est des passants dans la rue qu'on regarde. Ouais, c'est On un instant de vie, regarde, quoi. voilà, on regarde un instant de On vie. n'a pas Or, l'avant ni l'après, quoi. exactement. Or, d'ailleurs, aucun de ces personnages, on remarque, on ne sait rien d'où ils viennent, de qui ils étaient. On ne nous a jamais dit, on n'a jamais profité des dialogues ou, encore une fois, des murs, des affiches, des machins, pour nous dire des trucs, voire comme des passants dans la rue, quoi. Des fois, ils parlent de choses et on ne sait pas de quoi. Ce qui, je pense, le fait que le premier dialogue du film parle d'un truc qui nous est pas dit, est déjà quand même une profession de foi assez massive, parce que d'habitude, on va toujours faire l'inverse. Ils vont commencer par parler d'un truc qu'on ne sait pas ce que c'est, et le dialogue va travailler à nous révéler ce dont il parle en fait. Par exemple, au début de Pulp Fiction, il parle d'un truc, en fait, on comprend qu'il parle d'un braquage, etc., etc. Là, on voit que c'est vraiment l'inverse. On nous Provocation, c'est pas le bon mot, mais c'est tellement étrange comme manière de faire pour nos habitudes de spectateurs que ça peut déboussoler un petit peu aussi, quoi. On peut se sentir un peu perdu là-dedans, de quoi il parle. Complètement, mais moi j'étais déboussolé au point que la scène de la prise d'otage
m'a presque rassuré, tu sais. En mode, On retombe putain, sur des voilà, rails le qu'on truc un connaît, peu ouais. plus classique d'action, machin, ouais. Bon, même si finalement l'action, finalement pas trop. Encore une fois, elle la gère en sourdine, Mais la c'est scène. ça qui est incroyable parce qu'il y a toujours cette frustration. Enfin, je sais pas si c'est une frustration, mais elle est pas négative. C'est pas une frustration négative, mais il y a cette frustration de ah bon, ok, ça se finit comme ça, ou il n'y a pas ce que je pensais qu'il allait avoir, quoi. Alors, ces personnages, du coup, qui ont une vie, somme toute, bon, banale, ça dépend de ce qu'on entend par banal, mais c'est pas non plus une vie de super-héros Pas d'action. une vie de Marvel, ouais. Exactement. Pourquoi est-ce qu'elles sont si intéressantes? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils sont en général tous assez intéressants, mais plus particulièrement ces quatre femmes-là, pourquoi elles ont vraiment quelque chose qui nous, presque comment dire, d'envoûtant, quoi. Ah oui, bon, ça paraît une réponse un peu esquive, bon mot, mais je dirais que déjà, ces personnages, ils sont passionnants. Parce que Kelly Reichardt, elle essaie pas de nous les rendre passionnants. Elle essaie pas de nous les faire émerger des autres. En fait, t'as dit des personnages banals. Je pense que c'est vrai. Banal, pas au sens où ils sont pas intéressants ou au sens où ils ont la vie de tout le monde. Banal au sens, c'est difficile de leur donner une caractéristique qui les distinguerait du reste. Or, en fait, c'est tout le temps ce qu'on va faire au cinéma. On a parlé des super-héros. Alors là, c'est évident, le super-héros, il a un pouvoir. Bon, là, c'est carrément évident. Mais même si on prend même Anora, c'est pas une fille banale. Elle a une capacité à parler, à articuler, à se mettre en valeur, etc., qui est rare. Elle a vraiment un côté exceptionnel. Et en fait, 99% du cinéma, y compris du cinéma réaliste, s'intéresse toujours à des gens exceptionnels. Même si la personne a un métier complètement banal ou un physique banal, etc., etc., en fait, elle aura toujours un truc exceptionnel. Or là, bah non. Là, aucun de ces quatre personnages n'a quelque chose de vraiment exceptionnel. Leurs problèmes sont des problèmes du quotidien, c'est pas des problèmes de vie ou de mort. Il faut construire sa maison, il faut résoudre ses problèmes professionnels, ses problèmes d'argent, etc. Ils parlent comme des gens banals. Il n'y a pas ce truc, on n'est pas dans Tarantino, ils n'ont pas des envolées lyriques magnifiques, il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de grandes réflexions philosophiques. Vraiment, ils ont une parole très bas de gamme, mais très intéressante, mais très bas de gamme en termes verbal. Et en plus, ils font un peu tous des petits gestes un peu nuls, mais quand je dis nuls, moi je les trouve très beaux, mais nuls dans le sens des gestes qu'on n'a pas forcément envie de voir. Par exemple, Gina, Michelle Williams, c'est la première chose qu'on la voit faire quasiment. Elle est en forêt, elle écrase un mégot par terre, quoi. Ouais, elle l'enterre. Elle enterre son mégot par terre. En plus, non seulement elle va le J'avais cacher par oublié terre, ça. mais en plus elle va le cacher. Pareil, Kristen Stewart, elle a quand même des moments pas élégants vis-à-vis de Jamie. Tu vois, quand elle lui dit je veux pas être vendeuse de chaussures alors qu'elle est face à une galérienne. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Mais on est vraiment dans la banalité, les petites maladresses du quotidien, notre petite mesquinerie un peu, dont elle décide aussi de ne pas faire une comédie. Parce que ça pourrait être un motif de comédie, genre Molière. On va montrer les petits défauts des gens. Non, elle, c'est vraiment. Elle nous montre les petits défauts et aussi les petites qualités. Par exemple, la qualité d'écoute que tous ces personnages ont, leur qualité de regard, etc. Ensuite, je dirais, pour entrer dans la partie un peu plus purement cinématographique, les plans ne font pas surgir les personnages. On avait parlé par exemple que dans L'amour ouf, on avait tout un travail de costume et de caméra pour que les personnages soient un peu divinisés, quoi, mythologisés. Là, déjà, y a pas de les personnages sont pas maquillés déjà. Moi, je pense que c'est la première fois que je vois Kristen Stewart pas maquillée, parce que souvent, dans les films, c'est une star, donc comme tous les acteurs, les actrices, on la maquille, on la rend magnifique, on lui met des, même si on la fait jouer une ouvrière, on va la maquiller et lui mettre lui mettre des beaux vêtements. Des vêtements qui vont attirer l'œil. Brad Pitt, quand il joue un cascadeur dans Tarantino, il a trop la classe. Même il a plus la classe que probablement aurait le vrai cascadeur dans la vraie vie. Mais c'est très bien. Enfin, dans le film de Tarantino, ça fonctionne très bien. Mais là, on voit que c'est pas ça l'idée. Au contraire, les personnages se fondent un peu dans la masse. Visuellement, elle recourt quasiment jamais, Kelly Reichardt, à la longue focale, c'est-à-dire à ce qui va créer du flou d'arrière-plan pour faire ressortir les personnages. Là, au contraire, les personnages sont un peu fondus dans l'espace. Et alors peut-être que je pars loin, mais je pense que je m'appuie vraiment sur un moment précis du film. Dans la première scène, Laura, donc, une fois que son amant sort, on a un plan d'elle dans un miroir qui est incrusté dans le mur. Et là, il y a vraiment, je trouve, l'idée de, littéralement, on l'incruste dans l'espace. Et globalement, j'ai l'impression dans le film l'idée qu'on ne veut surtout pas détacher les personnages de leur environnement. D'où le fait qu'on passe autant de temps à filmer des décors. Et je pense qu'on pourrait dire, ce que Kelly Reichardt, dans d'autres films, s'est beaucoup intéressé aux problèmes écologiques. Explicitement, elle parle de ce sujet-là. Mais déjà, je dirais qu'elle fait déjà un cinéma écologiste parce qu'elle refuse de séparer les humains du reste. Elle dit en fait, ce qui unit ces femmes, c'est qu'elles vivent dans un environnement commun. Et ça, moi, je dirais que c'est ça la pensée, la thèse fondatrice de l'écologie, c'est ça. C'est de dire l'humain,
il existe dans un espace et il n'est pas dissociable de cet espace-là. Je peux pas mettre son environnement flou et lui net. Non, il faut qu'ils soient tous dans le même endroit. Il y a aussi, du coup, c'est quand même l'utilisation, très souvent, des gros plans sur les visages qui nous force quand même à. On a parfois envie un peu de s'échapper de ces gros plans parce qu'on est là, putain, elle est où, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, ça nous force à regarder le personnage principal droit dans les yeux. Donc ça ajoute aussi le fait, ben oui, en effet, le personnage n'est pas divinisé, par contre, il est là, plein fer. Euh, et il y a du coup aussi, comme on disait tout à l'heure, cette distance qui est entre les personnages, cette pudeur, mais qui est aussi mise par rapport à nous, parce qu'on a beau avoir le personnage en gros plan où on comprend pas, on sait pas ce qu'il y a dans ses pensées, on sait pas ce qu'il y a dans son regard. Ça pousse du coup les actrices à jouer d'une façon assez intense, assez incroyable. Alors intense, pas dans le surjeu, mais intense justement dans le sous-jeu. Donc c'est assez incroyable. Et elles sont super fortes là-dedans, quoi. Bah du coup ça devient un peu, alors on l'avait pas fait pour Lynch je crois, mais pour les autres ça revient un peu notre pattern d'essayer de parler un peu des actrices, des acteurs. Bah déjà t'as dit intense, tu t'es corrigé, mais je comprends les deux, je comprends le intense et je comprends la correction quoi. Parce que le intense c'est effectivement elles font des performances incroyables. En même temps, elles les font d'une manière tout sauf intense, au sens où elles ne partent jamais dans des grandes émotions très visibles. Bah déjà, ça participe un peu à la tentative de sourdine un peu générale qu'on a dit. Moins ce sera fort, mieux on entendra, moins ce sera coloré, plus on verra, etc., etc. Pas de drame, pas de personnage extravagant, pas de plan majestueux, et donc des actrices qui jouent peu au sens qui expriment peu, qui nous laissent de la place. Je pense qu'il y a une scène, toutes les actrices, je les hiérarchise pas, je les trouve toutes géniales. Là, je pense à une scène, c'est quand Jamie est dans son ranch. Elle vient de rencontrer Kristen Stewart, nous ne savons pas. Elle n'est pas encore venue à chercher, elle n'est pas encore venue à chercher à cheval et tout. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans sa tête. Et on la voit juste, elle est dans son lit, elle regarde une ampoule. Et bah là, pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, elle n'exprime rien sur son visage. Et donc, moi, je me dis, mais est-ce qu'elle pense à Kristen Stewart? Est-ce qu'elle s'imagine peut-être une scène où elle l'embrasse? Ou est-ce qu'elle pense à ces trucs de ranch? Enfin, on ne sait pas du tout à quoi elle pense. Les personnages, d'ailleurs, ils font plein de gestes, mais ils vont jamais les commenter. Par exemple, Jamie, il y a un truc très simple qui aurait été, très simple et très bête, ça aurait été elle range son ranch et vraiment elles font en larmes. Voilà, on a déjà vu ça quand. Et bah non, elle va pas faire ça. Et du coup, je suis vraiment là, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre elles, etc. Jamie, qui est donc jouée Vas-y. par Lily Gladstone. Et qui est que moi je me disais, putain, où est-ce que je l'ai déjà vu, cette actrice? Bon, du coup, c'est dans le dernier Scorsese, ou pas. Elle a aussi ce côté un peu froid dans le dernier Scorsese, mais où elle pète un plomb aussi à des moments. Et je trouve qu'elle fait vraiment elle fait une perf de ouf, parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, on sait jamais ce qui se cache derrière son regard, derrière ses pensées, derrière un petit sourire, mais tu sens quand même qu'elle a des pointes de tristesse, et à la fois c'est très rude. Mais voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire sur la performance, parce que j'ai trouvé ça assez incroyable. Non, ça me fait penser à quelque chose. On a dit c'est un film qui est très très singulier, je pense, dans le monde du cinéma, mais qui en fait s'inscrit quand même relativement dans une tradition qui viendrait un petit peu de Bresson. Et puis d'autres aussi, mais Bresson qui est un cinéaste français, ouais, qui avait une idée qui était les acteurs, c'est bon pour le théâtre. Au théâtre, des fois, il y a des gens qui sont très loin de la scène, qui entendent pas bien. Il faut que les acteurs en fassent des caisses. Il faut qu'ils crient fort. Il faut que quand ils pleurent, ils peuvent pas avoir juste un tout petit frémissement. Il faut qu'il y ait de l'alarme, etc., etc. Par contre, au cinéma, lui, il disait, on n'a pas besoin d'acteurs. Au cinéma, il y a le gros plan, il y a la musique. Je filme un visage inexpressif avec de la musique de Bach, comme Bresson a déjà fait, bah, il se passe déjà plein de choses. Alors si en plus je lui mets du Bach et que l'acteur il pleure, mais là c'est plus possible, c'est beaucoup trop. Donc son idée c'était, il faut que le cinéma neutralise les acteurs, et disait en fait il faut plus d'acteurs, il faut des modèles, c'est ça qu'il appelait, des gens qu'on aime parce qu'ils dégagent, mais qui justement ne jouent pas. Il faisait beaucoup travailler ses acteurs pour qu'ils parlent neutre, pour qu'ils parlent blanc, comme on dit aussi, voilà, qu'ils parlent sans émotion. Et l'idée c'est que moins ils en feront, plus ils seront bouleversants. Une autre tradition un petit peu qui est liée, à laquelle je pense Ricard s'associe, ce serait un cinéaste de la même époque après que Bresson, un peu avant, qui s'appelle Ozu, et qui lui a fait le même truc que Kelly Reichardt. Il prenait des très grandes stars du cinéma japonais, comme Reichardt fait avec Kristen Stewart, mais il les mettait toujours dans des seconds rôles pour jouer des trucs où où ces stars-là, ils ou elles n'avaient pas les grands moments de show qu'ils avaient d'habitude, dans l'idée de dire, en fait, je vais utiliser ton talent comme personne ne l'a utilisé, c'est-à-dire, je vais te demander de rien faire. Et ça, je trouve que c'est un truc assez beau de dire, moi, Kristen Stewart, que je trouve est une actrice fabuleuse dans tous les films où je l'ai vue, mais je l'avais quand même jamais vue comme ça.
aussi bouleversante que dans ce film. Parce que justement, là, je sens on lui a laissé la place, mais on lui a pas demandé de tout tenir elle-même, quoi. On lui a juste dit, enfin, je sais pas ce qu'on lui a dit, mais on lui a juste, en tout cas, c'est sûr qu'on lui a pas dit de faire grand-chose. Ça donne l'impression presque qu'elle est filmée de loin et qu'elle sait pas qu'elle est filmée presque. Vraiment, hein. On dirait que c'est elle, quoi. Oui, complètement. Alors que pourtant, elle ne doit pas du tout avoir la vie de ce personnage qui est une prof qui galère un peu. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse. J'aime beaucoup la scène où elle donne cours, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les cours au cinéma, c'est quand même souvent un peu deux extrêmes. On a soit le professeur se fait bolos et les élèves s'envoient des boules de papier et c'est le bordel et on s'ennuie et voilà, il faut jouer très fort le prof nul, soit c'est le cercle des poètes disparus, le prof est passionnant et tous les élèves l'adorent et à la fin il va les élever socialement et voilà. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que le cours qu'elle fait, bon, il est pas bien, mais il est pas nul non plus. On sent, moi je me dis, bon, si le sujet me passionnait, ça pourrait m'intéresser. En même temps, je me dis, ah, je pourrais aussi m'ennuyer. Enfin, on sent qu'elle essaie de faire vivre quelque chose qui fonctionne, enfin qui soit réel. Et c'est justement parce qu'elle n'a pas besoin que ce cours nous mène quelque part narrativement, c'est-à-dire que un élève s'ennuie et du coup il va envoyer un petit mot à quelqu'un d'autre parce qu'il faut après qu'ils aillent faire les 400 cours ensemble ou je sais pas quoi, parce qu'elle n'a pas besoin que cette scène soit autre chose qu'une scène de cours, que du coup elle peut montrer une vraie scène de cours et pas une scène de cours qui a un but un peu narratif. Et j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit depuis le début sur le scénario, la caméra, les actrices, etc., ça revient un peu à une chose, je dirais. C'est comme ça que moi je caractériserais son cinéma. Il y avait la question de l'espace, de ne pas séparer l'espace et les humains, quoi, faire une sorte de, voilà, ne pas séparer les héros aussi du reste. Et l'autre chose, c'est un cinéma qui ne nous dirige pas. Un cinéma qui nous dit pas où regarder. Si tu regardes les plans, très souvent c'est pas centré. Les acteurs et les actrices sont pas forcément très bien placés dans l'image, etc. Dans l'idée comme ça, on peut regarder autre chose que les visages. Un cinéma qui nous fait confiance, quoi, qui nous laisse nous promener dans le film, qui nous laisse piocher ce qu'on aime. Moi, je sais que tous ces films, je les trouve géniaux. Il y en a qui me plaisent plus que d'autres, mais je pense pas que ce soit qu'ils soient forcément meilleurs. Je crois que c'est aussi qu'il y en a qui me, là, par exemple, ce qui se passe entre Kristen Stewart et Lily Gladstone, je trouve ça bouleversant, mais je trouve pas forcément ça mieux que ce qui se passe avec La Maison des Vieilles Pierres. C'est juste que moi, je pense que ça me parle plus. Mais parce que le film m'a laissé me balader dedans, quoi. Elle m'a laissé la place, voilà, elle m'a pas dirigé, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on dit que en anglais, le cinéaste c'est director, donc celui qui dirige le regard, qui dirige les acteurs, machin, machin. Et ça peut être super aussi. Là, j'aime bien le fait de sentir qu'elle a pas trop dirigé les acteurs, qu'elle m'a pas trop dirigé, qu'elle m'a pas mis de musique pour me dire quoi ressentir, etc., etc. Ouais. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de ce vieux monsieur là dans la maison qui lui aussi est incroyable, quoi, puisqu'on ne sait pas Mm. pareil, on ne sait pas s'il est triste, content, s'il est fou, pas fou. Et pourtant, encore une fois, je pense aussi, il est incroyable ce monsieur, mais comme les autres personnages du film, parce que vu qu'on nous dit pas quoi regarder, qu'est-ce qu'il doit exprimer, est-ce qu'il doit faire peur, est-ce qu'il doit machin, vu qu'on sait pas, on peut le regarder comme on verrait un vrai vieux monsieur, quoi, immobile dans son siège. Et d'ailleurs, c'est très beau, je trouve, parce que on sait pas trop s'il a le seum de donner ses Et on ne pierres. sait pas si si elle en fait trop pour avoir ses pierres ou si elle c'est juste elle demande ça parce qu'après tout pourquoi pas demander. On ne sait pas si elle a un côté si elle joue le mauvais rôle ou le bon rôle. En fait, y a pas c'est ni l'un ni l'autre, quoi, tout simplement. On peut dire c'est un cinéma ouvert dans le sens qui nous laisse beaucoup respirer et s'imaginer plein de choses. Certaines femmes donc de Kelly Reichardt, j'ai dit Kelly Reichardt au début, ce qui prouve Je n'ai pas la version officielle, hein. Je prouve ne lui ai mon jamais parlé. amateurisme. Non, non, je ne suis pas sûr. Je les prononce, ouais, je les prononce à l'instinct. Je sais pas si c'est ça. Ok, bon. Donc voilà, Certain Women, ben voilà, un film incroyable. De quel film, pardon, de quel film allons-nous parler la prochaine fois, Hugo? Alors, j'ai une hypothèse qui nous éloigne assez radicalement du Montana et de Kelly Reichardt, qui est que dans le 21 mai sort le nouveau Mission Impossible. Et je me suis dit, moi, alors c'est une saga à laquelle j'ai une certaine affection, même si je trouve qu'elle s'est un peu perdue là depuis quelques opus, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Je pense dans tous les cas, soit ce qui pourrait être intéressant, c'est soit faire sur celui-là, voir un peu, même si peut-être ce sera pas bon du tout, on verra, mais en tout cas, je pense que c'est quand même intéressant parce que aussi c'est une des dernières. C'est pas, on dirait, parmi les derniers films d'action très populaires où il se passe quand même des trucs de temps en temps, je trouve. Même si les derniers, je trouve moins bons, je trouve quand même il y a toujours quelques scènes qui sont vraiment intéressantes, cinématographiquement notamment.
Et l'autre chose, bon, c'est soit si vraiment on le voit et on se dit qu'il y a rien à en faire, vu que c'est pas forcément intéressant si jamais on n'aime vraiment pas de juste le démonter pendant une demi-heure. Non, ça pourrait être de parler d'anciens Mission Impossible, un peu de la saga, voilà. C'était une hypothèse possible pour aller un peu dans le contre-pied de Kelly Reichardt. Et voilà aussi parce que moi, il se trouve que pour plein de raisons, je les ai pas mal vus, ceux d'avant. Donc je suis assez solide sur la question Mission Impossible, je crois. J'ai beaucoup vu Tom Cruise courir. T'as bien aimé, ça t'a plu? Je trouve alors je dois lui reconnaître qu'effectivement, il court très bien. Alors si on devait faire, je finis juste une micro-parenthèse, un micro-lien avec Kelly Reichardt, c'est quand même Tom Cruise. Je crois que c'est un des seuls acteurs qu'on aime parce qu'il fait rien. Dans son visage. On l'aime en train de courir, on l'aime en train de descendre en rappel, etc. Mais il faut toujours qu'il soit complètement impassible, ce qui, je pense, fait partie, hein, contrairement à James Bond, il faut toujours qu'il soit charmeur, machin. Moi, je trouve que c'est partie du charme de Mission Impossible, c'est qu'il y a un peu un côté presque post-humain, quoi. C'est une sorte de super machine sans émotion. Et moi, si le film revient un peu à ça, parce que malheureusement, dans les derniers, ça va un peu quitter ça, si ça revient à ça, à prendre un corps et à le mettre dans des situations improbables, jamais vues, ça va m'intéresser, je pense. Ok, ben voilà, on verra bien. De toute façon, là, on va pas trop digresser sur Mission Impossible. Non, c'est pas le moment. Mais du coup, notre mission, c'est Mission Impossible pour la prochaine fois. Très bien, merci beaucoup Hugo pour ton expertise toujours incisive, précise, Merci à toi. efficace. Avec plaisir et merci aux auditeurs d'écouter ce Merci. podcast, d'écouter La Phase, podcast qui est rediffusé dans l'émission Bendo Report sur la radio Booster. Et donc, il peut être écouté en direct sur le 89.1 à Toulouse. En tout cas, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.